Donc nous allons commencer la présentation du cours 3 sur les calculs répétitifs et la notion de boucle qui est centrale en programmation. Concernant le plan de cours, on va d'abord motiver les calculs répétitifs, le besoin de faire des répétitions dans les programmes et donc la construction primitive pour effectuer ces calculs, c'est la boucle. Dans une deuxième étape, on verra le principe de la simulation de boucle qui permet finalement de réfléchir au fonctionnement des boucles sur papier et voilà, quand on conçoit un programme avant de programmer. Puis on verra quelques exemples de calculs un peu génériques. Donc pour ce troisième cours, on va s'en tenir à des problèmes purement numériques et on verra les semaines suivantes des problèmes, on va dire, un petit peu plus informatiques. Ce cours correspond au chapitre 3 du livre Éléments de programmation et encore une fois, le contenu du chapitre est plus étoffé que ce que je vais présenter. Alors, on va expliquer le principe de la répétition dans les calculs. Et pour ça, on va prendre un exemple très simple de mathématiques qui consiste au calcul de la somme des entiers de 1 à n. En mathématiques, pour l'écrire un peu formellement, on utiliserait le symbole grand sigma, donc pour dire, voilà, notre calcul, c'est la somme des i pour i allant de 1 à n. De façon plus informelle, mais toujours en mathématiques, on écrirait que l'explication de cette notation, c'est tout simplement 1 plus 2 plus, etc., jusque n. Nous, on complète facilement les trois petits points pour dire c'est la somme des entiers de 1 à n, mais quand on va vouloir programmer, il va falloir être beaucoup plus précis concernant ces trois petits points. Donc on a une spécification qui est assez simple en Python. Donc on va appeler la fonction somme entier et on va dire qu'elle prend un entier en entrée n et le résultat du calcul sera un entier. Et une précondition importante, c'est qu'on considère la somme des entiers de 1 à n. Donc on démarre à 1. N doit être supérieur ou égal à 1. Alors, il y a deux remarques à faire. Dans ce calcul, la borne n, donc le n n'est pas fixé à l'avance. On ne fait pas la somme des entiers de 1 à 5 ou à 6 ou à 7. On le fait pour n'importe quelle valeur de n. Et à chaque appel finalement de la fonction somme entier, on aura potentiellement une borne différente. Et en conséquence, le nombre d'additions qu'on va devoir réaliser dépend de cette borne n. Donc avec ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le cours, on ne peut pas résoudre ce problème de répétition un certain nombre de fois, donc là c'est n fois, n moins une fois, quand ce n n'est pas fixé à l'avance. Pour ça, il nous faut une nouvelle construction. Et cette construction, c'est la boucle while. Donc la syntaxe, donc l'écriture de cette boucle while en Python est assez simple. Donc le mot-clé, c'est while. On trouve ensuite une expression booléenne qui s'appelle la condition de boucle, puis une instruction, ou en fait plus généralement une suite d'instructions, qu'on va appeler le corps de la boucle. Je répète parce que c'est très important, la condition, c'est une expression booléenne, donc son type est bool et sa valeur est soit vrai, soit faux, true ou false, et on l'appelle la condition de boucle. La deuxième chose, c'est que la suite d'instructions qu'on trouve à l'intérieur du while, donc toujours décalé de 4 espaces, c'est ce qu'on appelle le corps de la boucle. C'est la terminologie et c'est important. Le principe d'interprétation du while est assez simple et pourtant, on va voir que le while, c'est une des constructions du langage qui pose le plus de difficultés d'une certaine façon, mais son principe de fonctionnement est simple. La première étape, on suppose qu'avant d'entrer dans la boucle, on est là où il y a le pointeur de souris, c'est-à-dire on parle de l'entrée de boucle, on n'est pas encore rentré dans la boucle. Ce qui va se passer à ce moment-là, quand on va rentrer dans la boucle, c'est qu'on va évaluer d'abord la condition. Cette condition, c'est une expression booléenne, elle va valoir true ou false. Si la valeur obtenue est true, on va faire ce qu'on appelle un tour de boucle, c'est-à-dire qu'on va interpréter les instructions, la suite d'instructions, donc les instructions les unes derrière les autres, de façon séquentielle, une fois. Chaque instruction, on va l'interpréter une fois. Et on va retourner à la première étape, c'est-à-dire
finalement, on va retourner à l'évaluation de la condition. Comme on verra généralement, les boucles manipulent des variables, les valeurs des variables évoluent au cours du temps, et ces variables les valeurs des variables sont utilisées dans la condition. Donc la condition, elle va évoluer aussi au cours du temps, et donc elle va pouvoir passer par exemple à faux. Donc on peut supposer qu'elle est true un certain nombre de fois, donc on dit que tant qu'elle est true, on fait des tours de boucle, donc while ça veut dire tant que en anglais, donc tant que la condition est vraie, on fait des tours, donc on interprète les instructions les unes derrière les autres, et on recommence jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Quand cette condition est fausse, on n'a plus d'exécution du corps de la boucle, on sort de la boucle. Donc ça s'appelle la sortie de boucle, qui va se trouver là où j'ai indiqué par le commentaire sortie de boucle ici. Donc en Python, il faut faire attention, c'est le décalage dans la largeur qui va être important. Donc pour savoir qu'on n'est plus dans le corps de la boucle, en fait, il suffit de prendre la première instruction qui est 4 caractères, enfin disons alignée avec le while d'une certaine façon. Et on va, donc si la condition était fausse, on va sortir de la boucle et continuer l'exécution du programme. Par exemple ici, si on a une n plus unième instruction en sortie de boucle, c'est celle-là qui va être interprétée, etc. Donc c'est un principe de fonctionnement assez simple, mais qui est très puissant d'une certaine façon. En fait, ça rajoute ce qu'il fallait dans notre langage pour devenir assez puissant pour effectuer tout calcul numérique, en tout cas, on peut imaginer. On dit que le langage devient Turing complet, un concept qui sort un petit peu du cadre de notre cours. Alors, on va reprendre notre exemple de la somme des entiers à n et on va programmer la solution. Donc voilà la proposition. Donc la fonction s'appelle somme entier, on a toujours la même spécification. On va utiliser 2 cases mémoire, donc 2 variables. La première, c'est le fameux i qui va démarrer à 1 et puis qui va augmenter au fur et à mesure jusqu'à atteindre n. Donc au début, on précise que i c'est un entier, la déclaration, et tout de suite on initialise à 1. Et on va avoir aussi besoin de calculer la somme cumulée au fur et à mesure des entiers de 1 à n. Alors on va démarrer à 0. Donc ici l'initialisation pour s qui est la somme est à 0. Et ensuite ce qu'on va faire c'est un calcul répétitif. Donc tant que le i est inférieur ou égal à n, on va vouloir modifier la somme. Donc la première étape c'est qu'on va additionner le i courant, qu'on appelle l'entier courant, avec l'ancienne valeur de la somme. Donc c'est une écriture mémoire. Donc on perd l'ancienne somme, on enregistre la nouvelle, on écrit la nouvelle. L'idée, en fait, c'est que dans S, on trouve toujours la somme des 1 à i pour i à la valeur courante. Et on augmente le i. Le i, et on dit qu'il est incrémenté ici. Et puis à la fin, si tout va bien, on aura calculé la bonne somme et on la retourne. Voilà, donc ça c'est notre écriture, notre proposition. Et on va essayer de réfléchir un petit peu dessus pour se convaincre que c'est la bonne solution. En tout cas, c'est une solution correcte. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est proposer un jeu de test. Donc, la somme des entiers de 1 à 5, c'est 15, de 1 à 10, c'est 55, et puis bon, on peut essayer des exemples un petit peu plus gros. Donc ça, on va dire, c'est un jeu de test acceptable pour notre calcul de somme. On pourrait rajouter un petit test alors, il faut que l'entier, le paramètre n soit au moins 1, puisque c'était la précondition, et la somme des entiers de 1 à 1, c'est 1. Voilà, donc ça, c'est un jeu de test intéressant pour notre fonction.